Tu n'es pas de la famille. Voilà ce que ma propre fille m'a dit sur le pas de sa porte alors que je tenais un gratin dauphinois encore chaud dans mes mains. Ce jour-là, elle a brisé ma vie avec 5 mots. Une phrase balancée sur le pas d'une porte un dimanche midi devant un pavillon propre de la banlieue lyonnaise. Tu n'es pas de la famille. J'ai entendu ces mots sortir de la bouche de ma propre fille. Et ce jour-là, la France entière aurait pu s'arrêter de tourner, je n'y aurais rien vu. Ce dimanche-là, je tenais dans les mains un grand plat de gratin dauphinois, encore chaud, couvert de papier aluminium qui gondolait à cause de la vapeur. Léa en raffolait quand elle était petite. Elle s'asseyait sur le plan de travail et piquait des rondelles de pommes de terre crues pendant que je préparais la béchamel en se brûlant la langue sur le plat tout juste sorti du four parce qu'elle refusait d'attendre. Pour moi, ce gratin, c'était notre langage à nous, une façon de dire « je pense à toi » sans mots compliqués. Je me tiens donc devant sa porte, dans ce lotissement calme avec ses haies taillées au cours d'eau et ses voitures propres alignées devant les garages comme des soldats bien dressés. Le ciel est d'un gris uniforme, typiquement français, à mi-chemin entre l'hiver et le printemps, sans décision. J'entends à peine le bruit lointain du périphérique, je sonne. Pas de bruit d'enfant qui accourt, pas de mamie, rien. La porte s'ouvre d'un coup sec. Léa se tient là, mince, impeccable, dans son jean brut et son pull crème, les cheveux relevés en un chignon négligé qui, je le sais, lui a pris 20 minutes. Son visage n'est pas fermé, il est pire que ça, il est neutre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» me lance-t-elle, sans même un bonjour. Le plat devient soudain très lourd entre mes mains. « Je t'ai fait un gratin ?» Je commence, un peu ridicule, en soulevant le plat. Je me suis dit que ce serait sympa de déjeuner ensemble avec les enfants. Elle ne regarde même pas le gratin. Ses yeux restent plantés dans les miens, froids comme un couloir de préfecture à 7 heures du matin. « On ne fait plus ça, » répond-elle. Je fronce les sourcils. « Plus quoi ?» Les petits déjeuners improvisés, les visites surprises, les grands élans de « la famille, c'est sacré ». Elle souffle agacée. « C'est fini, maman, tu ne peux pas débarquer comme ça. »« Maman ». Le mot sort de sa bouche comme un reste de réflexe, sans chaleur. Je sens quelque chose se contracter dans ma poitrine. « Est-ce que j'ai fait quelque chose ?» je demande, la voix plus fragile que je ne le voudrais. « Tu as reçu ma carte la semaine dernière. Tu ne m'as pas répondu, alors je me suis inquiétée. » Elle détourne légèrement la tête, comme si mes mots lui faisaient honte ou la mettaient mal à l'aise. « Tu t'inquiètes toujours, dit-elle, de tout le monde, mais jamais de ce qui compte vraiment. » Je ne comprends plus. « Léa, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle recule d'un pas, comme pour se mettre à l'abri de moi. « Tu continues à jouer ton rôle, c'est tout. La mère parfaite, la grand-mère qui cuisine, celle qui débarque avec son gratin comme dans un téléfilm. Sauf que... » Son regard change, quelque chose de dur y apparaît, comme une lame que l'on sort enfin de son étui. Sauf que, son regard change. Je sens ma bouche s'assécher. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Elle m'observe un instant, comme si elle évaluait ma capacité à encaisser le coup. Toi, elle marque une pause. Toi, en tant que mère. Je reste figée. Je ne suis pas... Quoi ? Elle croise les bras, son corps dessine une barrière entre nous et la maison derrière elle. Cette maison où j'ai aidé à monter les meubles, où j'ai gardé les enfants, où j'ai apporté des couettes supplémentaires en hiver. « Tu n'es pas de la famille », répète-t-elle calmement. « Tu ne l'as jamais été. » Cette fois, le plat glisse légèrement entre mes doigts et je dois resserrer ma prise pour ne pas le laisser tomber sur le paillasson bienvenu qui me paraît soudainement ironique. « Léa, arrête », je murmure, « ce n'est pas drôle. » Ce n'est pas une blague. Sa voix se durcit. Papa m'a dit la vérité avant de mourir. Et maintenant, je la connais, cette vérité. Je ne veux plus jouer à faire semblant. Le nom de mon mari, Jean, frappe ma poitrine comme une pierre lancée sur une vitre déjà fissurée. Jean t'a dit quoi ? Elle me regarde comme si j'étais une étrangère arrêtée au contrôle d'identité. Que tu n'étais pas ma mère biologique, tranche-t-elle. Que tout ça, c'était une histoire montée, un mensonge qui a commencé à la maternité et que vous avez entretenu toute ma vie. Le lotissement disparaît. Le ciel, les haies, le bruit lointain des voitures, le gratin qui embaume encore, tout se dissout. Il ne reste plus que ces mots suspendus entre nous, lourds comme des pavés. Ce n'est pas possible, j'articule, les lèvres engourdies. C'est absurde. T'entends ce que tu dis ? J'entends mieux que toi, visiblement, répond-elle froidement.
Je sais que tu as toujours eu besoin de contrôle, de tout savoir, de tout décider. Mais là, ça suffit. Arrête de faire comme si je ne savais rien. Une voiture passe au ralenti dans la rue. Un voisin ferme un volet en bois. Un chien aboie au loin. Le monde continue, totalement indifférent au fait qu'ici, sur ce bout de trottoir, ma vie vient de se retourner. Qui t'a mis ça en tête? Je souffle. Qui t'a raconté cette histoire? Ce n'est pas Jean. Il n'aurait jamais. Tu n'oserais pas le traiter de menteur en plus, siffle-t-elle, après tout ce que tu lui as fait porter. Je secoue la tête comme pour chasser un mauvais rêve. Léa, j'ai été à la maternité, j'ai porté ton poids, j'ai senti tes contractions, j'ai donné naissance à toi. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Elle serre la mâchoire. On verra ça, finit-elle. De toute façon, le test ADN est clair. Tu recevras les résultats. Je ne veux plus de contact tant que tu continueras à mentir. Le test ADN. Le mot sort de sa bouche avec la froideur d'un rapport d'expertise. Tu as fait un test sans m'en parler? Je n'avais pas besoin de ton autorisation, répond-elle, et je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, pas d'une usurpatrice. Usurpatrice, le mot me fauche. Je recule d'un pas, plus sous le choc de ce terme que de tout le reste. Tu ne veux plus de moi dans ta vie, je répète, hébétée. Après tout ce que nous avons vécu? Ses yeux brillent un instant, et je reconnais ma fille là-dedans, ma vraie Léa. Puis la lueur disparaît, recouverte d'une couche de certitudes imposées. Ce que nous avons vécu était construit sur un mensonge, tranche-t-elle. Je protège mes enfants, ils n'ont pas besoin d'une inconnue dans les pattes. En prononçant ce mot, inconnu, elle fait un geste vague de la main dans ma direction, comme si elle désignait une simple silhouette, un dérangement sur le trottoir. Je reste là, incapable de parler. Elle se redresse, attrape le bord de la porte. « Et ne reviens pas, ajoute-t-elle, sauf si je te le demande. Et arrête de dire que tu es ma mère. » C'est ridicule! La porte claque. Le bruit résonne dans mes os. Je reste immobile quelques secondes, le plat toujours dans les mains, les jambes soudain très lourdes. Puis, comme une machine que l'on remet en route après un crash, je fais demi-tour, j'avance jusqu'à ma voiture, je pose le gratin sur le siège passager. Je m'assois, je ferme la portière. Je ne pleure pas. Pas encore. Je gare mes mains sur le volant et j'écoute mon cœur cogner comme lorsqu'on monte les escaliers trop vite. Et au milieu du fracas de mes pensées, une idée s'installe, minuscule et pourtant insistante. Ce ne sont pas des mots sortis dans la colère, ce sont des phrases construites, argumentées, froides. Des mots qui ont été déposés en elle, soigneusement, comme un discours appris par cœur. Quelqu'un lui a mis ça dans la tête. Je ne sais pas encore qui, ni pourquoi. Mais à ce moment précis, seul sur un parking de banlieue, avec un gratin refroidissant à côté de moi, je sens une ligne se tracer en moi. Une ligne entre celle que j'étais, docile, conciliante, qui s'excusait toujours, et celle que je vais devoir devenir. Je démarre. Je rentre chez moi, je gare ma voiture devant mon petit immeuble un peu défraîchi du 8e arrondissement. L'enfilade de balcons, les volets parfois écaillés, les odeurs de cuisine qui montent déjà de la cage d'escalier. J'emporte le plat, je monte les marches, j'ouvre la porte de mon 2 pièces. Je pose le gratin sur le plan de travail. Je retire l'aluminium. De la vapeur s'en échappe encore, portée par l'odeur familière de crème, de fromage, de noix de muscade. J'ai cuisiné pour rien, mais l'odeur me ramène à des mercredis après-midi où Léa faisait ses devoirs sur la table et me parlait de ses copines de collège. Je m'assois, enfin. Je sors mon téléphone. Il n'y a aucun message de ma fille, bien sûr. Juste une notification de ma banque, un mail du club de lecture de la bibliothèque du quartier, un SMS de ma voisine qui me demande si je peux arroser ses plantes le week-end prochain. Pendant quelques minutes, je reste là, à regarder l'écran, comme si, en le fixant assez longtemps, le destin allait changer. Rien ne bouge. Puis, la colère, la vraie, arrive. Pas celle qui fait hurler, casser des assiettes, s'emporter contre la terre entière. Non, une colère sourde, compacte, qui descend dans le ventre et s'y installe comme un poids. Quelqu'un a retourné ma fille contre moi. Quelqu'un a utilisé la mort de mon mari, la fragilité du deuil, pour l'empoisonner.
Quelqu'un se promène quelque part en France, se sachant capable de détruire une relation mère-fille d'une seule phrase. Je pourrais m'écrouler, laisser faire, me dire que ce sont les choses de la vie. Mais quelque chose en moi se redresse. Une vieille part, celle qui fait battu pour finir sa formation d'aide-soignante en élevant un bébé seul pendant les gardes de nuit de Jean, celle qui a affronté les contrôleurs zélés à la CAF, les démarches absurdes de la sécurité sociale, les files d'attente à la préfecture. Cette part-là chuchote « non ». Alors je prends une grande inspiration, je pose calmement mon téléphone sur la table et je murmure à voix haute, pour la première fois, « Je vais comprendre qui t'a fait ça, ma fille. Je vais trouver ». Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens plus seulement mère, je me sens prête à me battre. Astérisque. Les jours qui suivent ont la couleur des vieilles façades haussmanniennes un jour de pluie. Gris, légèrement luisant, comme recouvert d'un voile. Je vais faire mes courses au marché, j'échange quelques mots avec le fromager, je feins la normalité. Le mardi, je reçois un SMS, pas un appel, un message sec administratif. C'est Léa. Arrête de m'écrire, tu me fais du mal, on a les résultats, c'est clair, tu n'es pas ma mère, merci de respecter ma décision. Léa. Elle a signé comme une lettre de résiliation. Je relis le message jusqu'à ce que les lettres se mélangent. Le monde devient soudain très silencieux, même si la voisine du dessus passe l'aspirateur et que les enfants du troisième hurlent en jouant au foot dans le couloir. On a les résultats. Les résultats de quoi? De ce fameux test ADN qu'elle dit avoir fait dans mon dos, comme un client lambda qui envoie sa salive par la poste à un laboratoire anonyme. Je sens la panique monter, mais quelque chose l'arrête net. Une image surgit, celle des résultats d'un test génétique que nous avions fait ensemble il y a des années lorsqu'elle était enceinte de son premier fils. Elle était inquiète après un résultat un peu flou à l'échographie, alors son gynécologue lui avait proposé un test complémentaire. Je me rappelle du courrier officiel, du logo du laboratoire, du nombre de pages explicatives. Rien à voir avec ce qu'elle m'a vaguement décrit l'autre jour. Une feuille imprimée, un PDF envoyé par mail, quelques lignes brutales. Mon instinct, ce fameux instinct dont on se moque parfois, se redresse. Quelque chose cloche. Le lendemain, je reçois une enveloppe glissée sous ma porte. Sans timbre, sans cachet de la poste. Quelqu'un l'a déposée dans l'immeuble. Mon nom est écrit dessus en lettres majuscules serrées. Je l'ouvre, les doigts un peu moites. À l'intérieur, une feuille, un pseudo-rapport. En haut, un faux logo, générique, laboratoire d'analyse génétique. Pas de nom précis, pas d'adresse, pas de numéro siret, rien. Juste une sorte de bandeau bleu pâle qui pourrait avoir été copié-collé de n'importe quel site douteux. Mon instinct, ce fameux instinct dont on se moque parfois, se redresse. Quelque chose cloche. Le lendemain, je reçois une enveloppe glissée sous ma porte, sans timbre, sans cachet de la poste. Quelqu'un l'a déposée dans l'immeuble. Mon nom est écrit dessus, en lettres majuscules serrées. Je l'ouvre, les doigts un peu moites. À l'intérieur, une feuille, un pseudo-rapport. En haut, un faux logo, générique, laboratoire d'analyse génétique. Pas de nom précis, pas d'adresse, pas de numéro siret, rien. Juste une sorte de bandeau bleu pâle qui pourrait avoir été copié-collé de n'importe quel site douteux. Au milieu, en caractères gras, relation parent-enfant exclue. Je sens mon corps tout entier se vider d'un coup, comme si on ouvrait une bonde. Je reste debout au milieu de ma cuisine, la feuille à la main, le cœur battant dans mes tempes. Ce n'est qu'au bout de longues secondes que mon cerveau, enfin, se remet à fonctionner. Je m'assois. Je regarde les détails. Numéro de dossier incomplet. Aucune signature. Pas de cachet du laboratoire. Juste cette phrase jetée là, comme un coup près. Si je n'avais pas connu les vrais courriers médicaux, si je n'avais pas passé ma vie à jongler avec les certificats, ordonnances, rapports d'analyse pour mes patients à l'hôpital, peut-être que j'y aurais cru. Mais là, même sous le choc, je vois la différence. C'est grossier, bâclé, faux. Et pourtant, cela a suffi à faire exploser la vue de ma fille. Je pense à Léa devant ce même papier, persuadée qu'il est authentique, qu'il vient sceller ce que quelqu'un lui avait déjà instillé dans la tête. Je repose la feuille délicatement, comme si elle était toxique, puis j'attrape mon sac et mon manteau. J'ai besoin de preuves, de vraies. Je ne peux pas me battre contre des fantômes armés de faux documents sans avoir mes propres armes. Je prends rendez-vous dans un laboratoire sérieux, dans le centre-ville, près de la Part-Dieu. J'y vais le lendemain, mes pas résonnant sur le trottoir, le froid traversant mon manteau. À l'accueil, j'explique à mi-mot, pas tout, juste ce qu'il faut. Je voudrais un test de parenté avec ma fille, dis-je. Ils ont déjà fait quelque chose ailleurs, mais j'ai besoin d'un résultat fiable, légal. La jeune femme derrière le comptoir acquiesce avec un sérieux inhabituel pour son âge. Bien sûr, madame, on peut le faire ici, il faudra que votre fille vienne aussi pour que ce soit complet. Je serre les lèvres. Ce ne sera pas possible pour l'instant.
Est-ce qu'on peut faire au moins ma partie, la conserver et compléter plus tard? Elle hoche la tête. Oui. Et elle me regarde dans les yeux, un léger soupçon de compassion passant dans son regard. Si vous avez reçu des résultats d'un site internet douteux, vous avez eu raison de venir. On voit de plus en plus de choses comme ça. Je la fixe. Des choses comme quoi? Des faux, dit-elle simplement. Des familles détruites pour rien. Je hoche la tête. Je sens ma gorge se serrer, mais je me retiens de pleurer. On me prend un échantillon de salive, on me fait signer des formulaires. Tout est cadré, précis. J'ai l'impression d'être revenue dans le monde réel, celui où les procédures existent, où les mots ont un poids. Vous aurez les résultats sous 1 semaine, me dit l'infirmière. On vous enverra un lien sécurisé. 1 semaine, 7 jours, une éternité. Je rentre chez moi en titubant presque, fatiguée comme après une garde de nuit. En arrivant dans mon salon, mes yeux tombent sur une porte que j'évite depuis des mois, celle du petit bureau de Jean. Je n'ai presque rien touché depuis sa mort. Les chemises cartonnées sont restées là où il les rangeait, la vieille lampe articulée qu'il avait récupérée à son premier boulot éclaire encore la même tache sur le bureau. Ses stylos s'alignent dans un pot en céramique que Léa lui avait offert pour la fête des pères. Je reste sur le seuil quelques secondes, la main sur la poignée. Et puis, je l'ouvre. L'odeur me saute au visage, mélange de papier, de tabac froid qui s'est incrusté dans le bois des étagères et de son parfum, ce flacon presque vide qui traîne encore dans un tiroir et que je n'ai jamais eu le courage de jeter. Je m'assois sur sa chaise, je caresse le bord du bureau, je laisse mes doigts suivre les traces d'usure. Qu'est-ce que tu as fait, Jean? Je murmure. Je commence à ouvrir les tiroirs un par un. Factures, relevés de compte, papier d'assurance, vieux stylos qui ne marchent plus. Je fouille, patiemment. Je ne sais pas ce que je cherche précisément, mais je sais qu'il y a quelque chose. L'intuition encore. Au fond du tiroir du bas, coincé entre le bois et la paroi, je sens une résistance. Je tire doucement. Un petit carnet de notes, relié de façon cheap, apparaît. Je le reconnais. C'était son carnet à tout faire, celui où il notait des choses qu'il ne voulait pas voir traîner sur l'ordinateur. Des idées, des comptes, des rendez-vous. Je l'ouvre. Au début, ce sont des notes banales. Voir le garagiste, appeler EDF, rendez-vous notaire mardi 16h, Gribouillet la va-vite. Puis, plus loin, une phrase attire mon regard. 17 janvier 1993. Appel de la maternité. Problème avec les dossiers. Confusion possible. Je sens mon cœur ralentir, comme s'il retenait son souffle avec moi. Je tourne la page. Quelques lignes plus bas, discussion avec le chef de service. Maman insiste. Il ne faut pas en parler à Monique. Elle ne comprendrait pas. Je relis 3 fois cette phrase. Il ne faut pas en parler à Monique. Je pose le carnet sur le bureau. Je fixe les lettres comme si elles allaient se réarranger en quelque chose de moins violent. Je n'ai pas compris, parce qu'on ne m'a rien dit, parce qu'on a décidé, quelque part, qu'il valait mieux me tenir à l'écart, comme une enfant, comme une idiote. Je tourne encore les pages. Un peu plus loin, l'écriture devient plus nerveuse. Marianne sait. Elle a vu les papiers. Elle menace de tout raconter si je ne remets pas les choses en ordre. Je sens une nausée monter. Plus loin, une dernière ligne écrite d'une main tremblée. Je veux les protéger. Elle, la petite, je ne veux pas les perdre. Je referme le carnet avec un claquement sec. Marianne. Le prénom est comme un goût amer sur ma langue. Ma belle-sœur. Jean l'adorait, ou faisait semblant de l'adorer pour survivre au repas de famille. Elle a toujours eu ce ton moralisateur, cette façon de se présenter comme la gardienne du vrai héritage familial. Elle n'a jamais accepté que je ne sois pas du même milieu, comme elle disait. Fille de petits commerçants de province, sans blason, sans grandes études. Je repense à toutes ces fois où elle me parlait de généalogie, d'arbres familiaux, de lignées. À quel point elle était obsédée par le nom de jeune fille de leur mère, par les grands-oncles officiers, les ancêtres notaires. Une obsession des racines et une haine sourde envers moi. Je l'imagine apprenant, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a eu une confusion possible à la maternité, que Jean n'est peut-être pas le père biologique de Léa. Dans son langage à elle, ça veut dire « tache » sur l'arbre généalogique. Je vois déjà la suite, le chantage, les menaces, les « si tu veux que je me taise ». Je repose le carnet, récupère la fausse analyse ADN, la mets à côté des notes de Jean. Sur la table basse s'accumulent des pièces qui, mises bout à bout, dessinent la silhouette de quelqu'un prêt à tout pour défendre une idée malade de la famille. Mon téléphone vibre, numéro inconnu. Je décroche. Allô? Un silence d'une demi-seconde, puis une voix, féminine, posée, d'une neutralité glaciale.
Tu ferais mieux d'arrêter. Mon sang se fige. Qui est à l'appareil? Tu sais très bien qui je suis. Un léger rire, sec. Tu n'as jamais été très futée, Monique, mais là, tu commences à devenir dangereuse. Pour toi, pour tout le monde. Marianne, je n'ai pas besoin qu'elle confirme. Je reconnais ce ton-là, celui qu'elle prend au repas pour corriger les autres, celui qu'elle utilisait avec ses enfants quand ils faisaient une faute de conjugaison. Tu fouilles dans des choses qui ne te regardent pas, poursuit-elle. Tu es en train de déterrer du passé ce qui aurait dû y rester. Je serre le téléphone. C'est ma fille, je réponds. Ça me regarde plus que toi, je crois. Elle soupire. Ta fille, elle laisse traîner le mépris dans chaque syllabe. Ça y est, tu continues avec ta comédie. Tu as eu une vie confortable, Monique, un mari qui t'a aimé, une maison, une belle famille respectable. Et ça ne te suffit pas? Il faut en plus que tu t'appropries ce qui ne t'appartient pas? Je m'accroche au dossier de la chaise. Tu as détruit la relation que j'ai avec Léa, je dis doucement. Tu l'as fait exprès. Tu lui as envoyé ce faux test. Tu lui as parlé dans mon dos pendant qu'elle pleurait son père. Tu as choisi le moment où elle était la plus vulnérable. Je lui ai ouvert les yeux, réplique Marianne. Quelqu'un devait le faire. Jean a été lâche. Toi, tu as été menteuse. Il fallait bien que quelqu'un dise la vérité à cette fille. Je sens ma colère bouillir, mais je la garde contenue. Je veux qu'elle parle, qu'elle s'écoute, qu'elle s'enfonce. Et cette vérité, c'est quoi? Que Jean n'était pas son père biologique? Qu'il y a eu une confusion à la maternité? Un silence tendu répond à ma question. Comment commence-t-elle? Je souris, sans joie. Tu n'es pas la seule à savoir lire des dossiers, Marianne. Ni la seule à connaître des gens à l'hôpital. Elle reprend vite son assurance. Peu importe les détails, tranche-t-elle. Ce qui compte, c'est que cette fille porte notre nom, pas le tien. Tu n'es qu'un incident dans l'histoire de notre famille. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Les choses rentreront dans l'ordre, oui, je dis calmement, mais peut-être pas comme tu l'espères. Elle rit. Et tu vas faire quoi? Aller voir la police, le juge? Te ridiculiser avec tes histoires de tests truqués et de lettres de ton pauvre Jean? Tu crois vraiment que quelqu'un va te prendre au sérieux? Tu n'as pas idée des gens qui sont de mon côté. Cette fois, un frisson réel me parcourt. Quels gens? Des gens qui savent comment on fait disparaître des dossiers, répond-elle. Des gens qui peuvent faire en sorte que certaines choses n'existent plus, ni dans les archives, ni dans les mémoires. Sa voix menace. Elle est en train de me dire très tranquillement qu'elle a déjà fait disparaître mon dossier de la maternité. Et peut-être d'autres choses que je ne soupçonne même pas. Tu as peur, ajoute-t-elle presque douce. Tu devrais. Arrête de te battre. Laisse Léa tranquille. Laisse-nous remettre de l'ordre. Tu n'as pas ta place, Monique. Tu ne l'as jamais eue. Je respire profondément. Je regarde autour de moi. Mon salon modeste, les rideaux achetés en solde, les photos de Léa en fond dans des cadres dépareillés. Je pense à cette femme qui, à quelques kilomètres de là, dans sa grande maison de l'Ouest lyonnais, avec sa pelouse parfaite, se croit légitime pour m'effacer. Justement, je murmure, je crois que je n'ai jamais été autant à ma place que maintenant. Et je raccroche. Mes jambes tremblent un peu, alors je m'assois. Ça ne dure pas longtemps. Très vite, quelque chose se solidifie en moi. Une colonne vertébrale nouvelle, un mélange de courage et d'épuisement. Je sais maintenant qui est l'ennemi. Je sais comment elle fonctionne. Je sais qu'elle a des relais, des amis bien placés, comme elle dit. Des gens qui aiment les secrets, les petites magouilles entre cousins, les coups de fil qui suffisent à faire disparaître un dossier gênant. Mais je sais aussi que la France a ses défauts, ses lenteurs, ses absurdités. Et une chose qui m'a toujours rassurée, quand on s'acharne, quand on s'entête, quand on frappe à toutes les portes, il arrive qu'une porte s'ouvre. Je n'ai plus peur. Ou plutôt si, j'ai peur, mais ma peur marche à côté de moi, pas devant. Je vais faire ce que toutes les mères font quand on leur arrache leur enfant par mensonge interposé, je vais me battre avec les armes que j'ai. Des papiers, des preuves, des institutions et un amour qu'aucun test, vrai ou faux, ne pourra annuler.
Astérisque. Les résultats du laboratoire arrivent un mercredi, à 14h32 précisément. Je me souviens de l'heure parce que j'étais en train d'écouter la radio et que le Flash Info annonçait un nouveau débat sur la réforme des retraites. La France entière s'excitait sur des chiffres, des âges de départ, des trimestres. Moi, j'attendais une autre sorte de chiffre. Je reçois un mail. Vos résultats sont disponibles. Il y a un lien sécurisé. Mon cœur se met à battre tellement fort que j'entends mon sang dans mes oreilles. Je clique. Mon ordinateur met une éternité à charger. Ou peut-être est-ce ma perception du temps qui se déforme sous l'effet de l'angoisse. Puis, le PDF s'ouvre. Je ne lis pas tout, mes yeux vont directement aux lignes que je cherche. Compatibilité génétique très forte. Lien mère-enfant non exclu. Probabilité de maternité 99,998%. Je lâche un souffle que je ne savais pas retenir. Mes mains se mettent à trembler. J'ai besoin de relire encore et encore. 99,998%. En bas, des signatures, un cachet, le nom d'un médecin biologiste, l'adresse du laboratoire. Tout ce qui manquait au torchon que Marianne a utilisé pour intoxiquer ma fille. Je ne pleure pas tout de suite. D'abord, une vague de colère m'envahit. Une colère pure, limpide. Parce que je le savais, je l'ai toujours su. Mon corps se souvient de chaque contraction, de chaque heure passée à souffrir sur ce lit d'hôpital public de la Croix-Rousse, avec les néons blafards, les sages-femmes qui se relaient, la fenêtre qui donnait sur un bout de colline. Cette fille, je l'ai mise au monde. Je l'ai allaitée. Je l'ai bercée. J'ai veillé sur elle en scrutant la moindre fièvre avec la peur irraisonnée des gènes mères. Aucun papier ne pourra jamais effacer ça. Ce test ne m'apprend rien sur mon amour. Il m'apprend seulement qu'on a essayé de le nier. Je finis par m'asseoir, la tête entre les mains, et là, enfin, les larmes viennent. Lentes d'abord, puis plus fortes. Larmes de soulagement, d'épuisement, de deuil aussi. De deuil d'une certaine image de mon mari, de mon mariage, de ma belle famille. Quand les larmes se calment, je regarde encore le PDF. Je remarque alors les petites mentions en bas. Dans le cadre de cette analyse, des anomalies de filiation paternelle peuvent être mises en évidence. Pour des détails complémentaires, veuillez prendre rendez-vous. Je sens un frisson me parcourir. Je reprends le rapport au début. Je lis cette fois les petites lignes, les astérisques, ces phrases que nous sautons toujours dans les documents administratifs. Et je comprends. Le test ne dit pas uniquement que je suis bien la mère de Léa. Il suggère aussi, très discrètement, que Jean n'était pas son père biologique. Un mélange de tristesse et de tendresse me serre le cœur. « Pauvre idiot », je murmure, « tu as porté ça tout seul pendant toutes ces années. » Je pense à lui, à ses regards parfois inquiets lorsqu'il observait Léa, à la façon dont il se taisait quand les gens disaient « elle a tes yeux » ou « elle a ton sourire ». Je comprends mieux ses silences, ses humeurs sombres après certains repas chez sa mère. Il a eu peur, peur de perdre sa fille, peur de perdre son héritage, peur de perdre sa place dans cette famille qui fonctionnait comme un club privé. Alors il a choisi de se taire. Ce silence, Marianne l'a converti en arme. Je referme mon ordinateur, j'imprime le rapport, je le range dans une pochette avec la fausse analyse, le carnet de notes, les copies de relevés bancaires que j'ai retrouvés. La pochette est lourde, c'est le poids de la vérité. Je sais ce que je dois faire ensuite. Pas me jeter sur Marianne, pas hurler dans un salon bourgeois, pas m'époumoner dans une cuisine où l'odeur du rôti cacherait nos cris. Ça lui plairait, ça lui permettrait de me traiter d'hystérique, comme elle dit parfois à propos des femmes qui la contredisent. Non, je vais faire ce que cette société respecte encore un peu, pousser des portes en bois verni et m'asseoir face à des gens qui portent des robes noires. Je prends rendez-vous chez un avocat. Une femme, volontairement. J'en ai assez des hommes qui se serrent la main entre eux en se promettant que ça va s'arranger en famille. Le cabinet est dans un vieil immeuble du centre, avec une cage d'escalier en pierre et une odeur de cire. Ma future avocate s'appelle Maître Benchetry. Elle m'écoute, longuement, sans m'interrompre. Je vis de tout, du gratin du dimanche aux lettres de Jean, en passant par le test faux, le vrai, l'appel de Marianne, les menaces. Quand j'ai fini, elle reste silencieuse quelques secondes, puis penche la tête.
Ce que vous me décrivez, madame, ce n'est pas seulement une histoire de famille, dit-elle, c'est une histoire de faux, d'escroquerie, de harcèlement. Je me sens soudain moins folle. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose? Elle esquisse un sourire sans chaleur. On peut toujours essayer. Marianne a de l'entre-gens, visiblement. Mais il y a une chose qu'elle a sous-estimée, la patience administrative française. Je fronce les sourcils. Elle a réussi à faire disparaître des dossiers à l'hôpital? Très bien, on ira plus haut. On demandera des audits. On fera témoigner les personnes qui se souviennent. Vous m'avez parlé d'une infirmière là-bas. Oui, une certaine Hélène. On la fera citer. Elle feuillette les documents, relève la tête. Et votre fille? Je sens mon ventre se nouer. Pour l'instant, elle ne me parle plus. Elle croit encore à ce faux papier. Elle pense que je vais la manipuler. Maître Benchetrit réfléchit. « Il va falloir qu'elle voie autre chose que ce vulgaire document, dit-elle en désignant le faux test. De vrais papiers, des choses qu'on ne peut pas effacer avec un coup de fil. Et il va falloir qu'elle se rende compte par elle-même que sa tante l'a utilisé. » Je hoche la tête. Je sais que Léa est intelligente. Elle a toujours été capable de voir les failles une fois qu'on lui montre où regarder. Elle n'est pas perdue, juste noyée. « Vous êtes prête à aller jusqu'au bout ?» me demande l'avocate. Je pense à ma fille, à mes petits-enfants, à Marianne sur mon palier prête à défoncer ma porte, au mot « tu n'es pas de la famille » qu'elle a fait entrer dans la bouche de Léa comme on glisse un poison dans un verre de vin. Je redresse la tête. Oui, je réponds, jusqu'au bout. Les jours suivants ressemblent à une longue marche sur un chemin étroit. Je ne peux plus retourner dans le passé que j'aimais, je ne sais pas encore à quoi ressemblera l'avenir. Alors j'avance, un pied devant l'autre. Je dépose plainte au commissariat pour harcèlement, tentative de fraude, effraction. L'agent qui m'écoute prend des notes, me pose des questions concrètes, pratiques, date, heure, nom. Il ne rit pas quand je parle de test ADN, de dossier disparu. Il hausse simplement un sourcil et lâche un « ça devient courant ces histoires » qui me serre le cœur et me réconforte à la fois. Je retourne à l'hôpital de la Croix-Rousse. Je demande à parler à Hélène, cette infirmière qu'on m'avait déjà mentionnée autrefois lors d'un rendez-vous administratif où quelqu'un s'était étonné de l'absence de certains documents. Elle a les cheveux blancs, attachés en chignon, un de ses visages marqué par des années de nuit passées à courir dans des couloirs. Quand je prononce mon nom, quand je dis « j'ai accouché ici il y a 30 ans d'une petite fille prénommée Léa », je vois quelque chose passer dans ses yeux. De la reconnaissance. Elle m'emmène dans un petit bureau au fond d'un couloir, fermé sur le vacarme des urgences. Je lui raconte, à elle aussi, la phrase de ma fille, le faux test, les manasses de Marianne. Je lui parle du carnet de Jean, des notes, sur une confusion possible à la naissance. Elle écoute, puis ferme les yeux quelques instants, comme pour ravaler un vieux secret. Il y a eu effectivement un incident, finit-elle par dire. 2 bébés, des dossiers mal positionnés, un moment de panique. On a rectifié tout de suite, on a tout vérifié, les bracelets, les numéros, tout. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Elle me regarde navrée. Votre mari a demandé qu'on n'évoque pas l'incident devant vous. Il disait que vous étiez épuisée, fragile, que ça ne ferait que vous angoisser. Le chef de service l'a écouté. Moi, je n'étais pas d'accord, mais je n'étais pas décisionnaire. Je sens une colère ancienne remonter, pas seulement contre Jean, contre tout un système où, ce jour-là, on a estimé que je n'avais pas besoin de savoir ce qui se passait avec mon propre enfant. Et le dossier, je demande, mon dossier, celui de Léa? Il n'existe plus. Elle serre la mâchoire. Il a été déplacé à une époque où l'on numérisait les archives. Disons que certains dossiers ont été priorisés pour la numérisation, d'autres ont disparu. Sur demande de qui? Elle me fixe longuement. Je ne peux pas vous répondre exactement, dit-elle, mais je peux vous dire que j'ai vu votre belle-sœur dans ces couloirs il y a quelques années. Elle a parlé au directeur de l'époque, ils se connaissaient. Elle est sortie de son bureau avec un sourire que je n'oublierai jamais. Mon cœur fait un bond. Vous accepteriez de témoigner, je demande. Elle hésite. Je vois dans ses yeux défiler les heures supplémentaires, les comptes à rendre, le poids d'une institution qui n'aime pas qu'on remue le passé. Puis elle redresse les épaules. « Oui, dit-elle, on a étouffé assez de choses comme ça. Je vous dois au moins la vérité, à vous et à cette gamine. » Je la remercie. Je sors de ce bureau avec un mélange de reconnaissance et de rage. Chaque pas me rapproche un peu plus de quelque chose d'inévitable. Léa. Je ne peux pas me contenter d'accumuler des preuves dans mon coin. Il faut qu'elle voie, qu'elle entende, qu'elle touche du doigt la réalité qu'on lui a volée. Je n'ose pas encore lui envoyer le rapport du labo, elle ne lirait pas.
Marianne a fait un tel travail de sape qu'elle verrait dans chaque mail de ma part une tentative de manipulation. C'est finalement Daniel, son mari, qui m'appelle. Sa voix est lasse. « Monique, il faut qu'on parle. » Nous nous retrouvons dans un café près de la place Bellecour, un de ces endroits impersonnels où l'on croise des touristes, des étudiants, des hommes en costume. Un endroit où personne ne connaîtra notre histoire, où nos mots se dilueront dans le bruit ambiant. Il arrive en retard, l'air défait, son éternelle barbe de 3 jours mal taillée. « Je suis désolée », commence-t-il avant même de poser son manteau. « Je suis vraiment désolée pour tout ça. » « Tu savais ?» je réponds sans détour, « depuis le début. » Il baisse les yeux. Marianne m'a mis la pression. Elle a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, elle ruinerait ma carrière. Elle connaît des gens à la direction de l'entreprise. Elle a des dossiers sur tout le monde. Je le regarde. Je vois un homme qui a eu peur, qui a choisi la solution la plus lâche, oui, mais par peur panique de tout perdre. Un homme qui n'a pas le même rapport que moi à la loyauté familiale. « Et Léa ?» je demande. « Tu l'as regardé s'éloigner de moi sans rien dire ?» Il hoche la tête, honteux. Je pensais que ça passerait, que ce serait une phase, que ça vous forcerait à clarifier des choses. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Quand je l'ai vu te parler comme ça devant la porte, j'ai compris que c'était allé trop loin. Je sors la pochette de mon sac, je lui tends le rapport du vrai labo. Regarde. Il lit, les sourcils froncés, ses épaules s'affaissent. « Elle est bien ta fille, » murmure-t-il. « Je n'en ai jamais douté, dis-je. Mais elle, si, à cause de vous, à cause de Marianne, à cause de ce torchon. » Je lui mets le faux test sous le nez. Il blêmit. Je savais qu'elle avait demandé un test sur Internet. Je ne savais pas qu'elle irait jusqu'à faire un faux. Je lui jette un regard sceptique. « Vraiment ?» Il ferme les yeux un instant. « J'ai vu des mails, finit-il par avouer, entre elle et un type qui bidouille des documents. Je n'ai pas voulu voir. » Je serre les dents. « Daniel, dis-je doucement, tu vas devoir choisir ton camp maintenant. » Il relève la tête. « Tu veux que je fasse quoi ? » « Que tu montres ça à Léa, dis-je sans hésiter. Pas en lui disant « ta mère avait raison », en lui disant « on t'a menti et je t'ai laissé croire ce mensonge. Je suis désolée. » Il avale sa salive difficilement. « Elle va me détester, murmure-t-il. » « Elle va t'en vouloir, oui, je réponds, mais elle aura enfin la possibilité de choisir ce qu'elle croit en connaissance de cause. Et ça, vous lui devez tous les deux. » Nous restons un moment silencieux. Puis il hoche la tête. « D'accord, je le ferai. » Je le regarde partir avec la pochette, le dos un peu courbé. C'est pas lourd. Il s'en va affronter quelque chose qu'il a contribué à créer. Je ne le plains pas, mais je ne le méprise pas non plus. Nous avons tous nos lâchetés. Ce soir-là, je dors mal, très mal. Je tourne, me retourne, j'écoute les bruits de la ville filtrés par la fenêtre. Un scooter, un couple qui se dispute en bas, des éclats de rire. Je pense à Léa. Je la revois petite, me serrant la main en traversant la rue, me disant « Tu seras toujours ma maman, hein ?» Le matin suivant, mon téléphone vibre. « Message de Léa. On doit parler. Je viens chez toi demain matin, seule. » Mon cœur fait un bond, il essaye de passer directement dans ma gorge. Je relis le message 3 fois. Les mots sont simples, il n'y a pas de « maman », pas de cœur, mais il y a ce « seul » qui m'intrigue, comme si elle anticipait quelque chose, comme si elle voulait me rassurer. Demain, encore une nuit à traverser. Quand elle arrive le lendemain, je l'attends déjà derrière la porte. Je l'ai entendue monter les escaliers, je reconnaîtrai sa démarche parmi 1000. Je prends une inspiration, j'ouvre. Elle est là. Son visage est tiré, ses yeux cernés. Mais il y a autre chose, une fêlure, une hésitation. « Bonjour », dit-elle. Je réponds, la gorge serrée. « Bonjour ». Elle serre contre elle une chemise cartonnée, de celle qu'on achète à Carrefour pour les cours de fac. Elle regarde autour d'elle, comme si l'appartement était soudain devenu un lieu suspect. « Je peux entrer ?» demande-t-elle. « Bien sûr ». Elle s'avance, enlève ses chaussures mécaniquement, habitude d'enfant, puis s'arrête au milieu du salon. Nous restons un moment silencieuses, 2 étrangères qui s'observent dans un lieu pourtant bourré de souvenirs communs. Elle finit par poser la chemise sur la table basse. « Papa m'a écrit des lettres, dit-elle. Je sens mes jambes se dérober. Je m'assois. Des lettres ? Oui. Elle ouvre la chemise. En sort plusieurs enveloppes, jaunies, certaines déjà ouvertes, d'autres scellées. Il les avait laissées dans un tiroir. Marianne les a prises après sa mort. Elle m'a toujours dit qu'il ne t'avait rien laissé, qu'il en avait assez de tes caprices. Je serre les poings. Comment les as-tu récupérées ? Elle hésite, puis soupire.
Daniel m'a tout dit. Pour Marianne, pour le faux test, pour les menaces, pour les mails. Il m'a montré les preuves. Il a avoué avoir tout laissé faire. Je hoche la tête. Un drôle de mélange de justice et de tristesse s'installe en moi. Et les lettres? Marianne les gardait dans son bureau, chez elle. Elle a dû penser que je n'y fouillerais jamais. Un bref sourire amer passe sur le visage de Léa. Elle m'a sous-estimée. Je vois, dans ce sourire, mon propre reflet. « Tu les as lus ?» Elle acquiesce, les yeux soudain brillants. « Oui. » Elle m'entend une. L'écriture de Jean me saute aux yeux. La courbe de ses M, la façon dont il appuie trop fort sur les finales. Je reconnais jusqu'à l'encre. Je lis. « Monique, si tu lis cette lettre, c'est probablement que je n'ai pas eu le courage de te dire tout ça de mon vivant. Je m'en veux. J'ai toujours été lâche sur les choses importantes. Le jour où Léa est née, il y a eu un problème à la maternité. Tu étais épuisée, on te tenait à l'écart. Il y a eu un moment où personne n'était sûr de quel bébé était lequel. Une confusion possible, comme il disait. On a vérifié, on a tout refait. Le médecin m'a dit que tout allait bien, que Léa était la nôtre. Mais maman n'a jamais voulu y croire. Pour elle, le doute, c'était déjà une honte. Elle m'a dit que je devais remettre les choses en ordre. Elle a insinué que tu avais fait exprès, que tu avais profité de la situation. Je me suis laissée envahir par la peur. Peur qu'elle vous rejette, toi et Léa. Peur qu'elle me coupe de l'héritage, du nom, de tout ce qu'elle contrôlait. Alors j'ai fait ce que je regretterai toujours. J'ai accepté qu'on enfouisse l'histoire. On ne t'a rien dit. Et plus tard, quand j'ai voulu te parler, j'ai eu peur. Peur de te perdre, peur de tout briser. Alors j'ai continué à me taire. Je t'ai aimé, toi. Je l'ai aimée, elle, comme ma fille, complètement. Même si, au fond de moi, j'ai commencé à douter. Si un jour tout ça ressort, s'il t'arrive de douter, sache une chose. Toi, tu n'as jamais menti. C'est moi qui t'ai trahi par mon silence. Pardonne-moi. Jean, les mots se brouillent. Je sens la main de Léa se poser sur mon bras, légère, comme lorsqu'elle était enfant et qu'elle voulait me montrer un dessin sans oser le poser devant moi. « Maman, dit-elle. Cette fois, le mot est plein, entier. Je suis désolée. Je relève la tête. Son visage est inondé de larmes. « Je t'ai fait tellement de mal, sanglote-t-elle. Je t'ai dit des choses horribles. Je t'ai traité comme si tu étais une intruse, alors que... » Elle n'arrive pas à finir sa phrase. Je la prends dans mes bras. Son corps tremble contre le mien. Et soudain, je ne vois plus la femme qui a claqué la porte au nez de sa mère. Je revois la petite fille qui se réfugiait dans mon lit pendant les orages, qui glissait sa petite main dans la mienne à la sortie de l'école. « Tu étais perdue, » je murmure dans ses cheveux. « On t'a menti, on t'a utilisé. » J'ai cru Marianne, geint-elle. Elle était tellement sûre d'elle. Elle parlait de vérité qu'on cache aux enfants, de courage de regarder les choses en face. Elle avait l'air de me défendre. Je sens une rage froide monter. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle se pose en gardienne de la vérité. Elle adore ça. « Je lui ai fait confiance plus qu'à toi, » continue Léa, révoltée contre elle-même. « Ma propre mère, je me dégoûte. » Je la serre plus fort. « Ne dis pas ça. Tu as fait ce que font beaucoup de gens quand ils sont en deuil. Tu t'es raccrochée à la première personne qui te donnait des réponses simples. C'est humain. » Elle recule un peu et suit ses joues. « Daniel m'a montré le vrai test, dit-elle, celui du laboratoire sérieux. Il m'a parlé de la plainte, de l'avocate, de l'infirmière. J'ai passé la nuit à tout relire. J'ai compris à quel point j'ai été naïve. »« Tu as été blessée, je corrige. » Elle me regarde et dans ses yeux, je vois encore la culpabilité, mais aussi une lueur nouvelle, une volonté. « Je veux réparer, dit-elle, autant que je peux. Je veux témoigner. Je veux dire à la police ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle m'a dit. Je veux que ces mensonges se retournent contre elle. » Je hoche la tête, un peu abasourdie par la rapidité avec laquelle le vent tourne. Pas parce que les choses se résolvent comme dans un film, mais parce qu'on sent, dans ces mots, la force d'un éveil douloureux. On le fera ensemble, dis-je, mais d'abord, on va respirer. Je lui prends les mains. Tu es ma fille, Léa, pas parce qu'un papier le dit, pas parce que la loi le reconnaît, parce que je t'ai aimée depuis le premier instant et que chaque cellule de mon corps se souvient de toi. Rien de ce que Marianne a fait ne changera jamais ça. Elle éclate à nouveau en sanglots et se jette dans mes bras.
Nous restons là longtemps, serrés l'une contre l'autre, pendant que dehors, la vie lyonnaise continue. Les bus passent, les gens vont travailler, un vendeur de kebab crie qu'il a les meilleures frites du quartier. À l'intérieur de mon salon, quelque chose se recolle, lentement, avec des gestes maladroits et des mots encore hésitants. Quand elle se calme, elle inspire profondément. « Il faut qu'on aille au commissariat », dit-elle, « ensemble ». Je souris tristement. « Tu as hérité de mon sens de la procédure, je plaisante. » Elle rit à travers ses larmes, un petit rire cassé mais réel. Nous nous préparons à sortir quand on frappe à la porte. 3 coups secs. Nos regards se croisent. « Tu l'attends, quelqu'un » demande Léa. « Non. » Un silence, puis une voix, aiguë, tondue. « Ouvre, Monique, je sais qu'elle est là. » Marianne, tout en moi se tend. Je sens Léa se figer à côté de moi. « Qu'est-ce qu'on fait » chuchote-t-elle. Je respire, je pense à l'avocate, à la plainte, aux preuves. Je pense aux années pendant lesquelles j'ai reculé devant cette femme, accepté ses remarques, avalé ses humiliations pour avoir la paix. Je me redresse. « On lui montre que la partie est finie », dis-je doucement. Je déverrouille la porte, mais je ne l'ouvre que de quelques centimètres, le pied calé derrière, comme à l'époque où je redoutais les démarcheurs. Marianne se tient là, élégante comme toujours, dans son manteau camel, son carré impeccable, son foulard noué avec une précision d'ancienne prof, sauf que cette fois, son maquillage, aussi parfait soit-il, ne cache pas la tension crispée de sa mâchoire. « Bon, ça suffit maintenant », lâche-t-elle en tentant de pousser la porte. « Tu as vu Léa ? Tu peux lui raconter tes petites histoires. Tu as eu ta scène dramatique. On y va. Tu viens avec moi, Léa. » Je bloque le battant. « Non », dis-je calmement. Elle tourne vers moi un regard empli d'un mépris qu'elle ne tente même plus de voiler. « Ce n'est pas toi qui décides. » Si, cette fois ma voix est étrangement posée. Et tu sais quoi ? Ce n'est même pas moi. Je recule légèrement et ouvre plus grand. Léa apparaît derrière moi. Marianne pâlit. « Léa, viens », ordonne-t-elle. « On ne va pas rester ici plus longtemps. Tu as déjà entendu assez de bêtises. Tu sais très bien. » « Je sais que tu m'as menti », coupe Léa. Le couloir se remplit d'un silence lourd. Même le bruit de la télé de la voisine semble se mettre en sourdine. Marianne cligne des yeux. « Comment ça, je t'ai non qui ?»« Tu m'as montré un faux test ADN » dit Léa, la voix tremblante mais claire. « Tu m'as dit que papa t'avait confié des choses. Tu m'as dit que maman m'avait volé à une autre femme, que mon enfance était basée sur un mensonge. Tu m'as fait croire que tout ce que je ressentais pour elle était ridicule. » « Mais c'est la vérité !» s'exclame Marianne. « Tu crois qui là ? Elle avec ses larmes et ses grands discours ?» Léa sort la chemise de sous son bras. Elle en tire le rapport du laboratoire. « Je crois les faits, dit-elle. Je crois ce document, signé par un médecin. Je crois les témoignages de l'infirmière qui était là le jour de ma naissance. Je crois les lettres de papa, dans lesquelles il explique comment tu l'as manipulé, comment tu l'as menacé. » Le visage de Marianne se tord, un masque se fissure. « Des lettres » crache-t-elle. « Il t'a laissé des lettres !» Oui, Léa la fixe. Des lettres où il dit qu'il a honte, pas d'elle, pas de moi, de toi. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je sens en temps réel l'édifice de Marianne vaciller. Elle tente encore une fois de reprendre le dessus. Mais enfin, Léa réfléchit. Elle a tout intérêt à... Non, coupe ma fille. Toi, tu avais tout intérêt. L'héritage, la maison, les comptes. Tu me parlais tout le temps de l'argent de la famille, de ce qui revenait de droit à ton fils, à tes petits-enfants. Tu t'es servi de moi comme d'un outil. Tu t'es servi du deuil pour m'isoler de ma mère. Les yeux de Marianne brillent de rage. « Je t'ai élevée » hurle-t-elle. « J'ai été là à chaque Noël, à chaque anniversaire. » En critiquant toujours tout, répond Léa avec une froideur qui me surprend. En me répétant que maman n'était pas du même monde, pas à la hauteur. Tu as juste attendu le bon moment pour tout détruire. Je la regarde et je suis fière, pas parce qu'elle me défend, parce qu'elle se défend. Vous ne savez pas ce que vous faites, toutes les deux, souffle Marianne, la voix désormais basse et perçante. Vous jouez avec des choses qui vous dépassent. Vous croyez que la police, les juges, les avocats vont perdre du temps avec vos histoires de bonnes femmes ? Je souris, malgré moi. Ils ont déjà commencé, dis-je. J'ai déposé plainte, j'ai un avocat. Hélène est prête à témoigner, Dr Arnold aussi. Et crois-moi, Marianne, la justice adore les petites histoires de faux, de pression, de dossiers disparus. C'est exactement le genre de choses qui la réveille. Elle me fixe comme si elle voyait soudain qui je suis depuis le début. Pas une femme effacée qu'on peut balayer d'un revers de main. Pas une pièce rapportée qu'on tolère à la table du dimanche.
une ennemie capable de tenir longtemps. Tu vas le regretter, crache-t-elle. Peut-être, je réponds, mais à une condition, pas autant que toi. Une porte s'ouvre dans le couloir. Un voisin passe la tête, regarde la scène, recule discrètement. Marianne se rend compte, enfin, qu'elle n'est plus maîtresse de la narration, que ce qui se joue ici commence à dépasser le cadre du secret de famille. Elle se redresse, remet son manteau en place, lisse son foulard. « Très bien, lâche-t-elle. Si tu choisis son camp, Léa, ne reviens pas me pleurer dessus plus tard. Tu te coupes de ta vraie famille. » Ma vraie famille, répond ma fille sans hésiter, c'est celle qui ne m'a jamais menti pour protéger son confort. Le coup porte. Marianne vacille un instant puis tourne les talons. Ses talons claquent sur le carrelage, résonnent longtemps dans la cage d'escalier. Lorsqu'ils s'éteignent, j'ai l'impression qu'un rideau vient de tomber. Léa ferme doucement la porte, elle se tourne vers moi, le dos appuyé contre le bois, les épaules affaissées. « Je crois que je viens de perdre une tante, dit-elle. « Non, je corrige doucement. Tu viens de perdre ton geôlier, ce n'est pas la même chose. » Elle laisse échapper un petit rire, un peu incrédule. Nous partons ensuite au commissariat, ensemble, déposer une nouvelle déclaration, compléter le dossier. Je la regarde raconter, avec ses mots à elle, ce que Marianne lui a fait. Elle tremble parfois, mais ne se démonte pas. Je la vois s'approprier son récit, reprendre possession de sa mémoire. Le temps passera. Les procédures seront longues. Il y aura sans doute des audiences au tribunal judiciaire, des lettres recommandées, des coups de fil, des délais. Marianne jurera qu'elle est victime d'un complot, qu'on la calomnie pour récupérer son argent. Mais le mal est fait, pour elle. Ma fille sait. Elle sait que je suis sa mère, pas parce qu'un test ADN l'a dit, mais parce que la vérité, la vraie, celle que Marianne a essayé d'ensevelir sous des mensonges, a fini par remonter. Certaines nuits, je repense à ce dimanche devant le pavillon de banlieue, à ce gratin qui refroidissait entre mes mains, à cette phrase « Tu n'es pas de la famille ». Je la réentends, elle me fait encore mal, mais elle ne me définit plus. Parce que, quelques semaines plus tard, un autre dimanche, je me retrouve assise à la table de Léa, dans sa cuisine lumineuse, les enfants courent partout, le plus jeune a renversé son verre de sirop, le four sonne parce que le rôti est prêt. Il y a du bruit, des rires, des bribes de conversation qui s'entrecroisent. « Maman, tu peux me passer le sel ?» me demande Léa, en coupant le pain. Je souris, je lui tends la salière. Personne ne remarque à quel point ce mot-là, « maman », prononcé simplement sans trembler, est un miracle. Je regarde ma fille, mes petits-enfants, cette table encombrée. Je pense à Jean, à ses lettres, à ses silences, à sa lâcheté, oui, mais aussi à son amour maladroit. Je pense à Marianne, quelque part, seule avec son arbre généalogique amputé de la branche qu'elle voulait garder pour elle. Je ne suis peut-être pas de leur monde, comme elle disait, mais à cette table, dans ce pays qui aime tant les papiers, les signatures, les preuves, j'ai gagné quelque chose qu'aucun notaire, aucun juge, aucun ADN ne pourra me reprendre. Ma place, ma fille, ma famille.